l'analyse d'une politique de la culture en RDC. Alors, je vais m'étaler sur juste 3 points assez rapidement. D'abord, on va parler des considérations générales. On va essayer de définir un peu très brièvement c'est quoi la culture, politique de la culture, politique culturelle. Ensuite, on va se poser la question, mais quelle culture? Là, on va parler des 2 perspectives. Une perspective que j'appelle celle du matérialisme culturel et de Ubuntu. Et finalement, le 3e point, qui est pratiquement aussi une conclusion, j'appelle ça concrètement, c'est-à-dire des propositions concrètes. Alors, quelqu'un a dit que la culture, c'est ce qui reste quand on a tout oublié. Moi, je dirais que pour un peuple, la culture, c'est aussi ce qui reste quand le peuple n'a plus rien. C'est cette chose-là, à partir de laquelle le peuple peut renaître et retrouver l'élan pour se refaire. Mais c'est quoi la culture? Là, je suis dans le premier point, les considérations générales. On dit que la culture, c'est l'ensemble des caractéristiques d'un groupe humain. Les choses qui caractérisent un groupe humain et qui en même temps le différencient des autres groupes. Ça peut être une langue, ça peut être des us, ça peut être une manière de s'habiller, ça peut être énormément de choses, ça peut être des croyances, des arts, la religion, ainsi de suite. Ça, c'est la culture de manière vraiment très brève, très simple. Ensuite, il y a le terme politique culturelle. Là, c'est comment un groupe humain définit les priorités par rapport à la culture. Par exemple, dans le temps, nous avions avec Mobutu une politique culturelle qu'on appelait la politique culturelle de l'authenticité. Il y avait un certain nombre de priorités. On dit, ok, on va recourir aux noms précoloniaux, on va recourir aux habillements précoloniaux, ainsi de suite. Ça, c'est une politique culturelle. Ensuite, par exemple, on vous dit, ok, on va financer essentiellement les projets qui mettent en valeur la femme, les enfants, et puis voilà, les homosexuels et tout ça. Donc, on a choisi une orientation culturelle, c'est une politique culturelle. Voilà, ça, ce sont comment dire, les priorités que fixe un groupe social. Mais moi, j'ai voulu parler plutôt de la politique de la culture. Si vous avez vu dans le titre, c'est une politique de la culture pour la RDC. C'est une politique qui se fonde sur la culture. Ce n'est pas une politique culturelle. Ce n'est pas de ça que je veux parler. Je veux parler d'une politique qui est fondée sur la culture. Une politique qui prend sa source de la culture, qui s'appuie sur la culture. Et ceci nous amène à nous poser la question, mais à quoi ça sert la culture finalement? À quoi ça sert? On raconte une histoire, on dit Winston Churchill, pendant la guerre mondiale, lui était le premier ministre de la Grande-Bretagne, ils étaient en train d'ériger le budget du pays. Quelqu'un lui aurait dit, on va faire des coupes dans le domaine de la culture pour avoir assez d'argent pour faire la guerre. Et Churchill lui aurait demandé, mais alors pourquoi est-ce qu'on se bat? Pourquoi est-ce qu'on fait la guerre? Ceci, ça peut être faux, l'histoire, mais du moins ça nous montre quelle est l'importance de la culture pour certaines personnes. On considère que toute la guerre qu'ils font, c'est pour la culture. Pour que la culture de la Grande-Bretagne soit affirmée, protégée et promue. Mais à quoi sert la culture? Je prends juste trois fonctions de la culture. D'abord, c'est la construction de l'image de soi, self-image. La culture sert à construire l'image de soi. La manière dont un individu ou un groupe social se définit est très capitale dans ce que l'individu peut faire ou ne peut pas faire. Si je me vois comme quelqu'un de héroïque, je ferai des choses héroïques. Si je me vois comme quelqu'un d'incapable, je serai incapable justement de faire des choses.
Or, l'image de soi, l'image que j'ai de moi, est souvent générée de manière inconsciente par le discours et le regard de l'autre. Très souvent, nous nous définissons à travers la société, à travers les autres. Si on demandait à quelqu'un de se présenter, il va dire quoi? Je m'appelle un tel. Déjà, le nom là, c'est le nom qui vous a été donné par vos parents. C'est déjà le regard de l'autre. Je suis mère de, tu es mère de, donc tu te définis par rapport à tes enfants. Je suis marié, tu te définis par rapport à ton conjoint, à ta conjointe. Je fais tel travail, donc tu te définis par rapport à une fonction sociale qu'on t'a donnée. Donc, généralement, nous nous identifions d'une manière consciente ou inconsciente à travers le regard ou le discours des autres. Et Frantz Fanon a traité de cela quand il a étudié le phénomène de l'aliénation mentale à laquelle aboutit le processus d'intériorisation du discours colonial par les colonisés. C'est-à-dire, la colonisation est venue avec un discours. Elle nous a dit qui nous sommes, comment nous devons nous voir. Nous devions nous voir à travers le regard du colonisateur. Alors, à partir de là, il s'en est suivi un processus d'intériorisation. Nous avons intériorisé ces clichés, cette image que le colon a voulu imprimer en nous. Nous avons fini par croire que nous sommes ce que le colon pensait que nous sommes. À un tel point que mon papa, par exemple, quand je faisais une gaffe, j'étais tout petit, il me disait « Oh, Moutou Mousi, Akili Mousi », homme noir, esprit noir. Parce que lui, il a intériorisé ça. Ouais, il dit Moutou Mousi, Akili Mousi. Tu es noir, ton esprit est sombre. Vous voyez un peu. Bon, c'est pas le meilleur hommage que je peux rendre à mon père là, à ce moment-là. Mais voilà. Ouais. Donc, il a intériorisé. Combien de fois n'entendons-nous pas pour dire « Ah non, pour que ce pays marche, il faut seulement que les Belges reviennent. » Parce que nous avons intériorisé l'incapacité. On nous a convaincus que nous étions incapables. On peut aller au-delà, on peut parler des critères de la beauté. Nous en sommes arrivés à nous regarder à travers l'image de l'autre. Et Frantz Fanon parle même de peau noire, masque blanc, du fait que beaucoup de Noirs, ils sont noirs, ils ont la peau noire, mais ils se voient comme des blancs. Ils ont porté, quand ils se regardent sur le miroir, sur un miroir, ils se voient blancs parce qu'en fait, on l'a tellement lavé le cerveau qui ne peut se voir qu'à travers le prisme de cette blanchitude qui a été érigée en norme. Voilà, je ne vais pas trop m'étendre sur ça. Donc, alors, la culture, justement, c'est à travers la culture que se forme l'image de soi. Or, la culture coloniale nous a donné une image de nous-mêmes qui était déformée, comme si nous nous regardions au travers d'un miroir déformant. Et là, la culture était très importante. Je vais citer Cheikh Anta Diop dans Nation et Agriculture. Il dit « Le poison culturel savamment inoculé, dès la plus tendre enfance, est devenu partie intégrante de notre substance et se manifeste dans tous nos jugements. Se manifeste à travers nos jugements. Quand nous allons décider de la politique de notre pays, on va le décider non pas en tenant compte de nos propres intérêts, non pas en tenant compte de notre propre histoire, mais en tenant compte des paradigmes qui nous ont été, des paradigmes qui nous ont été imposés par la colonisation. Inconsciemment, nous croyons que nous sommes en train d'agir par nous-mêmes et pour nous-mêmes, mais en réalité, on nous a mis un logiciel qui nous guide. Le blanc n'a plus besoin d'être là, mais le logiciel est là. Il sera question pour nous de faire une déprogrammation, une déconstruction pour arriver à remettre le logiciel qui va nous faire marcher selon notre propre volonté. Ça, c'est la culture en tant qu'élément pour la construction de l'image de soi. Ensuite, à quoi sert la culture? Deuxièmement, ça sert à être ce que l'on appelle le soft power. On en a parlé un peu hier. C'est quoi un soft power? Un État a deux manières
d'affirmer sa puissance à l'étranger, soit de manière dure par l'armée, par l'armée essentiellement, ou par des sanctions, des mesures commerciales, des rétorsions, des choses comme ça. Mais il y a aussi une autre manière d'affirmer et d'étendre son influence, c'est le soft power, ce sont les aspects culturels essentiellement. Ce n'est pas pour nos beaux yeux que RFI va venir s'installer à Kinshasa par exemple et payer des journalistes. Ce n'est pas pour nos beaux yeux que la Voix de l'Amérique va engager des journalistes africains en plus pour répandre ces émissions à travers le monde entier, des émissions ciblées sur l'Afrique. C'est pas pour rien que vous avez le journal Le Monde Afrique, vous avez, je sais pas, tel journal avec toujours une partie africaine, ou une partie asiatique, où on cible le continent asiatique, ainsi de suite. C'est pour répandre justement cette soft power. Moi, par exemple, j'ai grandi pratiquement à la mamelle du Centre culturel français. Dès que je suis tout petit, j'ai vu au Centre culturel français. Les livres que je lisais, ça venait de France. Où j'ai appris donc à regarder le monde du point de vue français. À lire mon histoire du point de vue français. Le disque dur, son disque dur est en train d'être formaté. Et quand cet homme va revenir dans son pays, il est congolais, voilà, de peau, mais le masque qu'il porte, il n'est plus ça. Il va réfléchir de la manière américaine, il va réfléchir de la manière européenne et tout. Donc, c'est le soft power. Il y a une puissance qui agit sur lui, mais ça agit d'une manière douce, non pas d'une manière violente. Donc, vous n'avez plus besoin que l'on soit derrière vous avec un fouet pour vous faire des choses, mais vous le faites. Et encore là, je vais citer Cheikh Anta Diop, toujours dans Nation Nègre et Culture, il dit « Ainsi, l'impérialisme tue d'abord spirituellement et culturellement l'être, avant de chercher à l'éliminer physiquement. La négation de l'histoire et des réalisations culturelles des peuples africains noirs et le meurtre culturel, mental, qui a déjà précédé et préparé le génocide ici et là dans le monde. » Effectivement, quelqu'un a dit, si tu veux dominer un peuple, commence par voler ses dieux, ou par tuer ses dieux, ou dominer. On volait les statues des dieux, ou on brûlait les temples, ainsi de suite. Les Romains ont fait ça sur les Grecs. Ils ont même pris des dieux grecs. Ils leur ont changé de nom juste. Artémis est devenu je sais pas, Vénus. Zéus est devenu Jupiter, est devenu Zéus, ainsi de suite. Ils se sont appropriés ces dieux. C'est devenu leur dieu. De même, la colonisation est venue aussi. Entre parenthèses, je suis chrétien, hein, je le resterai, mais voilà. La colonisation aussi est venue avec entre autres cette composante spirituelle. On a pris nos fétiches, entre guillemets, disons objets de culte, on les a pris, on les a mis dans des musées en Europe, ainsi partout. Donc les Africains se sont retrouvés sans repère. Et quand on dit qu'il faut prendre les dieux de quelqu'un, les dieux, c'est tout ce monde de l'imaginaire. C'est ce monde de l'imaginaire qui donne la dignité à un peuple. C'est ce monde de l'imaginaire qui constitue l'élément par lequel le peuple se soude. Soft power, c'est très important pour une nation. Il fut un temps où le Congo était très puissant, respecté, aimé en Europe, en Afrique, pardon. Ce n'était pas vraiment à cause de notre puissance militaire, mais nous avions une puissance de séduction à travers notre musique. La musique congolaise était aimée partout. Mais justement, nous pouvons utiliser cette soft power pour étendre notre influence positive sur les autres peuples. Si vous avez suivi le film Black Panther, à la fin, vous voyez, le royaume de Wakanda utilise justement cette soft power. Ils disent, nous allons aller vers les autres, installer, c'est pas des centres culturels, des choses comme ça. Ça, c'est le soft power. Et c'est très, très influent. Aujourd'hui, nous pensons comme des Américains. Pourquoi? Parce que Hollywood nous a envahis partout. Vous ne pensez que par le prisme de Hollywood.
C'est un lavage de cerveau. Vous mettez aux enfants des films sur les contes africains. Ils disent non, 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 la dramaturgie de Hollywood, c'est ça. Ils ont trouvé une recette infaillible qui va te tenir et qui va faire que tu suives. Chacun aime se venger d'une manière ou d'une autre. Chacun est sensible de manière romantique. Chacun se sent soulagé quand il y a une violence qui est exercée contre quelqu'un qu'on considère comme ennemi parce que ça t'empêche à toi d'aller exercer de la violence physiquement sur l'autre, mais mentalement, tu es déjà soulagé. Hollywood ne fait qu'utiliser ça, c'est une séance de psychanalyse à laquelle on nous soumet. Voilà, troisième fonction de la culture, c'est la construction nationale. Et là, c'est très important. Une nation, c'est quoi? Si je pose cette question, chacun pourrait avoir sa propre définition. Aujourd'hui, il n'y a pas une seule définition acceptée par tous de la nation. Mais quelque chose de constant dans la nation, c'est que la nation, c'est un fait psychologique. La nation, ce n'est pas quelque chose de biologique. Non. Le Congo, nous ne sommes pas ici, même quand nous sommes Banatata Moko Mama Moko. C'est psychologique, spirituel si vous voulez. Ce n'est pas quelque chose de physique. On ne va pas aller chercher dans les gènes de Congolais et trouver que nous sommes tous issus d'une même mère et d'un même père. Non. Comme ça. Mais une nation, c'est une construction psychologique. Des personnes qui ont une volonté de vivre ensemble. Ils ont conscience d'avoir un destin commun. Et ils ont un projet en commun. Ensuite, il peut y avoir des éléments comme une langue commune, une histoire commune, il peut y avoir un territoire, il peut y avoir un État qui vient s'ajouter. Mais ce n'est pas ça qui fait la nation. La nation, c'est là dans la tête. La volonté de partager un destin commun. Alors, puisque la nation est un fait psychologique, nous comprenons donc l'importance de la culture dans la construction d'une nation. Parce que la culture agit au niveau de nos consciences et même au niveau du subconscient. Et ça nous donne ce sentiment d'appartenir au même groupe. Voilà pour ce qui est de l'importance de la culture. Mais maintenant, quelle culture? C'est mon deuxième. J'ai choisi d'examiner rapidement deux conceptions intéressantes qui me paraissent intéressantes de la culture. D'abord, c'est le matérialisme culturel. Le matérialisme culturel, c'est une théorie, c'est une perspective qui a été développée à partir du marxisme, en fait, à partir du matérialisme dialectique de Karl Marx. Mais c'est plus le philosophe Antonio Gramsci qui a commencé à parler de ça. Et ensuite, il y a eu l'américain Raymond Williams. Mais ça, c'est des histoires. Mais ça consiste en quoi, au fait? Ce qui est intéressant dans le matérialisme culturel, c'est que on considère la culture dans un contexte politique et économique. Et c'est là que ça devient intéressant. Par exemple, Karl Marx, quand il parle de la culture, il parle de la structure et de la superstructure. La culture, pour lui, c'est cette superstructure. Vous avez les arts, la philosophie, vous avez le droit et toutes ces choses-là. Mais en bas, vous avez l'infrastructure, c'est-à-dire l'organisation économique. Qui possède quoi? Qui possède les moyens de production? Quelles sont les classes dominantes? Qui dirige, qui a vraiment le pouvoir? Ça, c'est l'infrastructure. Alors, la culture qui est la superstructure est au service de l'infrastructure, en fait. Vous allez voir que la culture, l'art d'un pays va dépendre du modèle de l'organisation de l'économie de ce pays. Quand le système économique change, la culture aussi change. La philosophie change. Les idéologies changent. Et ainsi de suite. Et c'est là que je trouvais que nous inspirer du matérialisme culturel peut être utile parce que ça nous permet de lier notre façon de penser à notre condition sociale, à notre condition économique. Deuxième perspective, c'est ce qu'on appelle Ubuntu et qui semble avoir ma faveur. Ubuntu, c'est un principe philosophique enraciné dans l'espace culturel subsaharien et spécialement bantou.
il peut se résumer dans la maxime qui dit « Je suis ce que je suis grâce à ce que nous sommes ». Ou Obama, lui, l'a résumé en disant « Mon humanité est inextricablement liée à ce qu'est la vôtre ». Mais Ubuntu peut être compris au-delà même des humains et inclure une symbiose, une entraide entre les humains, les animaux, les plantes, les vivants et même les morts. Je vais expliquer. Le principe de Ubuntu, c'est quoi? C'est que si je suis ce que je suis, c'est parce que tu es. C'est parce que tu es, c'est parce qu'il est, c'est parce que nous sommes ce que nous sommes parce que les autres sont. Donc c'est une interpénétration, une symbiose entre les humains. Nous dépendons les uns des autres. Nous nous renforçons mutuellement. Ça va tellement vite, mais c'est tellement profond. Oui, parce qu'on n'a pas le temps. Est-ce qu'il est possible que vous retourniez au matérialisme culturel afin que je puisse comprendre les deux, puisque ça m'avait dépassé un peu? Oui, très brièvement, ce matérialisme culturel. Le matérialisme culturel, c'est dans cette théorie qui est basée sur le matérialisme dialectique de Karl Marx. Alors, il considère la culture, les arts, du point de vue de son interaction avec la société. C'est-à-dire, si nous prenons par exemple la culture dans les temps anciens, le 16e, 17e siècle chez les Européens, on pense que c'est quelque chose de l'esprit, quelque chose qui vient des dieux, quelque chose qui vient de je ne sais quelle inspiration, des muses. Karl Marx dit non, 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 non. La culture, elle est produite ici par les conditions matérielles que nous vivons. Si tu es pauvre, tu auras une certaine culture, une certaine façon de voir le monde. Si tu es riche, tu auras une autre façon de voir le monde. Donc ce sont les forces en présence sur le plan économique qui déterminent notre façon de voir le monde, qui détermine même nos goûts. Vous allez voir qu'on demande pourquoi les Noirs n'aiment pas l'opéra. Ce sont des raisons économiques, ce sont des raisons structurelles. Vous voyez? Pourquoi ils aiment plutôt les maboké? C'est autre chose. Vous voyez? Donc la situation économique détermine nos choix culturels. Ça, c'est un peu... Je le partage parce que c'est quoi de vue, monsieur? Je vous ai dit que c'est le point de vue de Karl Marx que je partage en partie. Non, parce que je peux compléter ça parce qu'il y a Bourdieu, qui est votre compatriote, enfin, un Français comme je vous là, qui a ajouté une autre notion en dessus de ça, mais je crois qu'on n'a pas vraiment le temps de revenir sur Bourdieu. Donc je reste sur Karl Marx. Voilà un peu pour le matérialisme culturel. Donc c'est regarder la culture du point de vue de l'économie, de la réalité économique et sociale par rapport au rapport des forces. Voilà, le rapport des forces au sein de la société détermine aussi les orientations culturelles. Quand par exemple dans une société qui est dominée par les hommes, vous aurez une culture qui va valoriser les hommes, donc vous aurez le patriarcat et tout ça, parce que les hommes ont la puissance économique, ils vont aussi imposer le patriarcat. Vous voyez un peu. Quand vous avez une société coloniale où le colon a la puissance économique, vous aurez aussi une culture qui va valoriser le blanc. Vous voyez, c'est celui qui a le pouvoir économique qui imprime son empreinte sur la culture de la société. Donc, Ubuntu, c'est cette symbiose entre les humains, on peut même aller au-delà. C'est l'équilibre parfait qui fait que chacun considère que sa vie est liée à celle de l'autre. Et là, nous arrivons à l'entraide, justement. Si je me réfère au film que nous avons vu là, c'est une application du Ubuntu, en effet. C'est-à-dire que chacun considère que je ne peux vraiment être que si l'autre l'est aussi. Je ne peux être heureux que si l'autre l'est. Je ne peux vraiment m'accomplir que si l'autre s'accomplit aussi. Et on étend ça même au niveau des plantes, de l'environnement. Vous allez voir par exemple, on dit attention, cette forêt-là, elle est une forêt sacrée, les gens n'entrent pas là-dedans. Mais ça a aussi une fonction pour maintenir l'environnement. Vous voyez, on vous dit, on réglemente même la chasse. Si vous lisez
au XIIe siècle, il y a eu ce qu'on appelait le traité de Mandé. Le premier article dit « toute vie est vie ». Le traité de Mandé, dans le Mali ancien, le royaume des Mandingues. Toute vie est vie. Donc déjà, l'abolition de la peine de mort a commencé en Afrique depuis déjà cette époque-là. On ne peut pas mettre fin à une vie. Et quand ils disent vie, ils parlent même des animaux. Un chasseur, avant d'entrer dans la forêt, il prie, il demande l'autorisation aux esprits pour que cet animal-là lui soit donné parce qu'il en a besoin pour vivre. Il s'en excuse pratiquement. Et on fait tout un rituel pour aller tuer les animaux dans la forêt. Parce qu'on veut être en équilibre avec eux. On ne va pas la structure sociale que nous avons. Même nous sommes Congo parce que la colonisation a eu lieu. Le Congo est un fait colonial. C'est la colonisation qui nous a fait. Et nous l'assumons. Et nous disons, ok, nous allons nous débrouiller avec ce qu'on nous a laissé. On n'a pas demandé d'être Congolais. On nous a fait le Congo. Ok, on va se débrouiller avec ce qu'on est. Si nous acceptons d'être Congolais, donc nous assumons déjà le fait colonial. Sinon, alors il faut retourner chacun dans sa petite tribu. Parce que le Congo est une fabrication de la colonisation, au fait. Donc, ainsi de suite. Nous ne pouvons pas faire l'impasse comme si la colonisation n'avait jamais eu lieu. Mais nous devons assumer, reconnaître qu'est-ce qui a été détruit. Qu'est-ce que nous pouvons reconstruire? De quoi nous avons besoin? Et nous devons surtout faire un effort pour ne plus penser par le cerveau des autres. C'est nous qui allons décider qu'est-ce que nous prenons du monde colonial ou du monde postcolonial et qu'est-ce que nous ne prenons pas. Mais nous ne prenons pas tout. C'est nous qui décidons. Donc c'est là que je parle du juste milieu, savoir qu'est-ce que nous prenons et qu'est-ce que nous ne prenons pas. Donc je propose par exemple que pour ce qui est de l'éducation, qu'on puisse réorienter les programmes scolaires pour qu'ils valorisent les acquis culturels du Congo. Si nous lisons les manuels scolaires de chez nous, on a vraiment l'impression d'être en Bourgogne, on a vraiment l'impression d'être en Flandre, alors qu'on est au Congo, mais on lit notre propre histoire à partir d'une perspective vraiment étrangère. On ne parle pas assez de l'Afrique précoloniale, on ne parle pas assez de l'Empire Congo, de Luba, Kunda, on ne parle pas assez, très peu vraiment, on ne va pas au fond. Mais nous lisons beaucoup de choses sur Godefroy de Bouillon, les Pépin le Bref, je ne sais pas...